Jeudi 11 juin 2026, une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche avec Pauline Perrade, autrice en 2023 de L'Âge de détruire aux éditions de Minuit, prix Goncourt du premier roman, et également dramaturge, autrice de textes de théâtre publiés au Solitaire intempestif, notamment À la carabine, Grand Prix de littérature dramatique Arsénat. Elle était invitée à l'occasion de la publication de son deuxième roman, Les Habitantes, aux éditions de Minuit, une fable sur un nouveau départ qui travaille le petit, le délicat et explore les modalités possibles des relations entre différentes formes de vie. La discussion était menée par le libraire Joël Rénal. Bonne écoute. Merci beaucoup à Pauline Perrade d'être là pour venir parler avec nous de ses romans. Le dernier, Les Habitantes, paru chez Minuit, mais également aussi L'Âge de détruire, qui était paru chez Minuit. Donc, merci beaucoup à vous, Pauline. Merci beaucoup à vous d'être ici. Et que dire, si ce n'est peut-être bonjour. Et si vous voulez bien, on pourrait peut-être... c'est une petite précision purement technique. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui a lu le livre déjà ? Les Habitantes. Bon, alors on va faire, parce qu'il y a quand même du drame dedans, on fera attention de ne pas raconter des choses qu'on serait navré d'avoir appris avant de les lire. Et bien, je vous souhaite le même enchantement que moi quand vous allez commencer le livre. Et pour ça, je blague pas, hein, j'ai vraiment été saisi par la lecture des 2 premières pages, qui m'a conduit à ne pas préparer ma rencontre comme je le prépare d'habitude. Et donc, Pauline, si vous voulez bien nous lire ces 2 premières pages, et peut-être sauter ensuite à la page, j'avais noté la page 20. Je vais vous faire une marque. Il y a environ 160 millions d'années, la terre d'ici baignait dans une mer tiède et peu profonde, peuplée de coraux. Des souches diverses grandissaient les unes près des autres en bouquets multicolores. À leur mort, certaines devenaient poussière ou plancton. D'autres, au squelette calcaire, se changeaient en pierre. Avec le temps, leurs corps minuscules accumulés ont formé des falaises. Certaines affleurent, ouvrent les pentes douces des collines, troublent le confort des forêts. La plus grande s'écoule sur une vallée discrète, à peine marquée, quelques dizaines de mètres creusés jusqu'à une petite clairière inondée, cachée dans un pli, abreuvée par une source. Les blocs qui la composent ressemblent à des animaux étranges. Dinosaures, baleines bleues sculptées de tatouages, bas-reliefs à moitié gommés, anémones géantes, poulpes à 100 tentacules. Leur peau est lisse, polie par plusieurs millénaires de vent et de pluie. L'oreille contre leur corps, on entend les continents se fendre, comme la mer rugir au fond d'un coquillage. La maison est située à l'est d'un hameau cerné par les bois. Elle a été taillée dans l'extrémité d'un corps de ferme divisé en habitations et vendu par lot. L'intérieur s'élève sur 3 niveaux d'une trentaine de mètres carrés sans porte ni cloison, déversés les uns dans les autres via des escaliers de fer et de planches. L'extérieur est borné d'un côté par le chemin, le muret, l'angle d'une route, de l'autre par une haie d'arbustes, épaissie par des lianes de lierre, rehaussées par les branches d'un poirier. En septembre, les fruits tombent par dizaines. Ils pourrissent et attirent les frelons. En juillet et août, une piscine prend vie derrière la clôture, des accents de ville, des débits rapides qui se superposent, s'entrechoquent et se mélangent jusqu'à n'en former qu'un, une voix de famille qui s'élève en vagues hautes et ivres. Toute l'année, les jours passent sur une campagne docile qui se laisse pénétrer, dévorer ou abandonner sans résistance. Le vert et le gris se sont apprivoisés. Ils célèbrent le bleu, soignent le brun. L'air charrie des odeurs de fumier et d'alcool de pomme, de feu de feuilles et de cheminée. Alentour,
bourgs et lieux-dits des collines maintiennent entre eux une distance butée. Chaque petit panneau noir à lettres blanches est une porte claquée à la face du monde, et un autre s'ouvre, par les sentiers et les virages goudronnés qui miment l'aventure sans jamais s'y risquer. Comme les gamines en bande guettent le dos des mères depuis leur jeu de sauvageonne, accroupies au fond du jardin, la jupe retroussée et la culotte offerte au limbe aiguisé de l'avoine. Les routes du hameau, entortillées, tachées de terre et de stries de pneus, se coupent en une croisée tendre, affaissée près d'une mare jaune. Sur la berge, un saule pousse à l'horizontale, les racines à fleur d'herbe, les cheveux dans l'eau. Les roseaux verts plumeux ornent la rive, broches luxueuses piquées au corsage d'une robe. Le bassin, rond comme un œil, fixe le ciel. Des nuages de vase flottent sous une pellicule saturée d'ondes, sauts d'insectes, glissés de carpes et fuites de boue noire. Une grenouille coasse jour et nuit, un appel obstiné, tranchant comme un hurlement de loup. Merci beaucoup. En fait, c'est peu de le dire, mais les deux livres, et particulièrement Les Habitantes, Les Habitantes et déjà L'Âge de détruire sont des livres qui sont vraiment, mais profondément enracinés dans des lieux, dans des territoires. C'est ce qui s'y passe ne pourrait pas se passer ailleurs. C'est le territoire, le lieu est vraiment constitutif du roman. Et alors, avant de parler de ces lieux en particulier, je voulais savoir ce que c'était pour vous, pour une autrice. Qu'est-ce que c'est qu'un lieu ? Qu'est-ce qui s'y cristallise ? Alors, cela, précisément, qu'est-ce qui se sédimente dans un lieu ? Qu'est-ce qui fait que... Parce que visiblement, ça capte votre attention. C'est un objet de fascination pour vous, le lieu. Oui, puis alors, je suis loin d'être la seule. Les lieux, l'écriture, c'est quand même toute une histoire. Oui, moi, c'est une sorte de point de départ, en fait. J'ai l'impression que souvent, les textes, enfin, que ça soit d'ailleurs pour les textes de théâtre ou les deux romans, partent un peu... Enfin, ont des points de départ qui se ressemblent, à savoir une femme quelque part. Et c'est cette femme-là, dans ce lieu-là, et ensuite, l'écriture va à la rencontre et du lieu et de cette femme, et de ce qui l'empêche, et de son histoire, quoi. Et l'histoire se déploie. Mais... donc voilà, après les lieux des habitantes et de l'âge sont très différents. Dans L'Âge de détruire, c'est un appartement, le roman est construit comme un huis clos, et l'appartement est un lieu inhabitable pour le coup, parce que la mère n'arrive jamais à s'y installer, il y a toujours des cartons, du bazar, il n'est jamais stable, et il est témoin de la violence que subit la narratrice. Dans Les Habitantes, c'est un peu le contraire. Pour le coup, le lieu et l'endroit où Émilie, la narratrice, et voilà le lieu qu'elle habite, le lieu ce qui est sa source, en fait, et qui est pour le coup aussi beaucoup plus ample. C'est une maison, mais c'est aussi tous les alentours, c'est les autres espèces qui vivent là. Enfin, finalement, avec Les Habitantes, le lieu a un petit peu changé de nature pour moi, puisque en essayant d'inclure dans le livre les espèces vivantes qui habitent le lieu aussi, je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce qu'un lieu ? Est-ce que c'est un espace ou est-ce que c'est un peuple, quoi ? La population fait partie du lieu, c'est ce qui était... Ouais, le constitue en fait aussi. Enfin, c'est devenu très comme le sol est une matière vivante. Comme j'essayais d'enquêter, voilà, sur les endroits vivants à toutes les échelles. Enfin, et à différentes époques aussi. On l'a entendu. Voilà, le début remonte à 160 millions d'années. Juste à me dire, mais finalement, un lieu, c'est qu'est-ce que c'est en fait ? C'est à la fois ce qui vit là très concrètement, c'est aussi tout ce qu'on y projette. C'est finalement un faisceau de relations, je crois. Parce que ce que vous dites dans justement les falaises de 160 millions d'années, c'est que c'est les vies, à strictement parler, c'est les vies, c'est les cadavres, c'est les choses les êtres qui ont vécu, qui ont formé le paysage petit à petit. Oui, et le temps qu'il a fallu pour que tout ça prenne corps. Ouais.
Et du coup, ça aussi c'est une question centrale dans les deux livres, c'est habiter, ça veut dire quoi? Quel est le lien qui se tisse entre soit les personnes, soit les personnages, et pour vous ça correspond à quoi? C'est une question pas facile parce qu'il faut tout le livre pour y répondre à chaque fois, mais et une fois encore, dans l'âge de détruire, la mère n'arrive pas à habiter l'appartement. Et finalement, ce que parvient à faire la narratrice que la mère n'arrive pas à faire, c'est d'habiter son lieu. Enfin, elle a son studio et elle se sent bien chez elle. Enfin, donc c'est de trouver un endroit sécurisé pour elle où elle se sent en sécurité, quoi. Dans Les Habitantes, tout le livre, l'histoire, la forme vient tenter de répondre à cette question: qu'est-ce qu'habiter un lieu, et qu'est-ce qu'habiter un lieu pour le personnage d'Émilie, par opposition au fait d'en être propriétaire, de vouloir en tirer profit, en faire de l'argent, qui est le rapport du père à la maison. Oui, qui est le rapport de la loi aussi, tout bêtement. Oui, c'est ça. Et donc voilà, Émilie, s'il faut en tirer à grands traits, habiter le lieu pour elle, c'est s'y mêler physiquement, affectivement, y avoir passé du temps, y avoir des souvenirs, s'y mêler par tous les moyens de projection qu'on a. Et pourquoi c'est la question, celle-là, je ne peux pas ne pas la poser, pourquoi ce sont les habitantes? Puisque il n'est question que dans celle qui parle, dans celle qui décide, il y a bien un poulain, il y a bien des animaux de sexe indéterminé, mais Oui. Bah le féminin désigne la part dominée du monde, parce que ce qui vient s'opposer à ces habitantes, c'est une violence patriarcale. Et donc ce féminin pluriel, oui, désigne tout ce qui peuple ce lieu et qui subit cette violence-là, donc des dominés. Mais qui excède parfois la question du genre, puisque c'est aussi des végétaux, c'est aussi... Enfin, voilà. Il y a des intérieurs, il y a des extérieurs dans vos descriptions. Après, on arrête avec les lieux. Mais il y a des intérieurs, il y a des extérieurs. Et surtout, non pas surtout, mais il y a aussi des routes et des chemins qui mènent de l'un à l'autre. Il y a des passages aisés, malaisés, dangereux, qui peuvent blesser. C'est quoi alors là, je parle vraiment à la dame qui organise tout ça. C'est quoi la fonction de ces lieux? Comment on circule entre eux? Est-ce que c'est la dramaturge qui voit des plateaux différents, des scènes différentes? Émilie, elle a ses promenades rituelles. Donc sa manière aussi d'être en relation avec le lieu qu'elle habite depuis l'enfance, c'est d'aller tous les matins à l'étang. Donc elle part par le portillon de son jardin. Elle traverse le bois, elle va jusqu'à un grand étang, voilà, où sa grand-mère l'emmenait déjà, et elle y nage avec sa chienne tous les jours. Et cette promenade-là vient vraiment rythmer le roman. Enfin, c'est quand elle veut faire découvrir le lieu, c'est ça qu'elle montre. Et en même temps, au début du livre, donc ça commence avec cette première promenade. Enfin, mais il y a eu une grosse pluie la veille, et elle doit traverser un petit ravin, et elle peut plus passer au même endroit que d'habitude parce qu'il y a eu à cause de la pluie un petit éboulement, et l'endroit où elle passe n'est plus praticable, et donc elle doit changer de chemin, et là elle tombe et elle se blesse, et elle va traîner sa blessure tout au long du livre. Et c'était aussi une manière pour moi de raconter aussi un lien avec cet espace qui n'est pas uniquement doux, harmonieux, heureux. Voilà, Émilie, elle a besoin d'être là, non pas parce que tout se passe bien, ça se passe, voilà, c'est aussi, elle peut aussi s'y blesser, mais l'attachement n'est pas là parce que la nature est idyllique, en gros, pour le dire autrement. Mais c'est vrai que c'est un livre dans lequel elle n'arrête pas de marcher. Émilie, elle est tout le temps en train d'aller d'un point A à point B, d'aller à la ferme, de devoir aller à la pharmacie, prendre la voiture, mais c'est aussi un rapport, un quotidien, en fait, un quotidien qui est rythmé par des choses à faire. Voilà, et c'est ça qu'on regarde. Ouais. C'est pas une contemplative? Non, pas du tout. Le livre regarde, mais c'est le livre qui regarde. C'est ce qu'il y a autour d'elle. C'est pas forcément elle qui s'attarde et qui regarde. Voilà, les grenouilles, tout ça. Émilie, elle,
une fois encore, elle est très concrète, très terrienne, et puis et elle a des choses très concrètes à faire. Voilà, aller chercher un médicament pour sa chienne, aller travailler, s'occuper et faire ses promenades. Mais finalement, elle est en mouvement, elle est tout le temps en mouvement. Ouais. Et est-ce que c'est trop bête par rapport à ce que vous disiez, le fait que c'est des habitantes, parce que ces lieux-là sont le refuge des opprimés, tout ça. Est-ce que le danger, il vient pas, en tout cas, ce que raconte la scène quand elle tombe et se blesse, est-ce que c'est pas le danger qui vient de la transgression des habitudes finalement? Il y a un passage qui est sûr, qu'on peut répéter, tout ça, et le jour où le danger vous guette, le jour où vous faites un pas de côté, que c'est... Je l'avais pas vu comme ça. Non, mais c'est simplement que c'est vivant en fait. Voilà, tout simplement. C'est que on a beau connaître un endroit par cœur, il change. Et voilà, il vit, il se modifie. Et donc, une fois encore, c'est une relation. On peut être ami avec quelqu'un pendant 20 ans et puis se brouiller. Et puis, voilà, rien n'est inamovible. C'est plutôt ça que ça tente de raconter. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait l'ancrage d'Émilie dans cet endroit? Bon, c'est pas parce qu'elle est contemplative, c'est pas parce que c'est beau, que c'est tranquille et tout ça, mais c'est quoi qui le constitue? C'est la chair des souvenirs qui se sont fabriqués là-dedans? Oui, j'ai pas forcément une explication. Elle a été déposée là par son père quand elle avait 9 ans, elle y a grandi. Non, et peut-être ce qui... important à préciser, Émilie, qui est la narratrice des habitantes, son prénom s'écrit avec un Y. C'est une figure qui est inspirée d'Émilie Brontë et qui, elle, était aussi viscéralement attachée au lieu où elle vivait. Elle ne pouvait pas le quitter sans en tomber malade et elle avait ses promenades rituelles dans la lande et ça fait partie du mythe d'Émilie Brontë et aussi de la part inexplicable. Donc moi, je ne cherche pas forcément à l'expliquer, en fait. Et d'ailleurs, Émilie ne l'explique pas non plus. Elle dit « je ne peux pas partir ». C'est tout. C'est viscéral et ça ne s'explique pas. Et en fait, j'ai plus cherché à le faire ressentir, le lien qu'elle a au lieu, plutôt qu'à l'expliquer. Ouais. Et sa situation, qui est une bonne situation pour un personnage, une mauvaise situation pour une femme, c'est qu'elle est à la fois contrainte de rester, puisque quand elle dit « je ne peux pas partir, ce n'est pas possible que je me sépare de cette maison », je ne sais pas comment vous êtes débrouillés, mais on le sait, on le croit. Et en même temps, en faisant ça, en disant ça, en posant ça, elle contrecarre complètement non seulement le patriarcat, mais la loi qui dit qu'il y a 3 personnes propriétaires de cette maison, que si 2 personnes veulent la vendre, la 3e est obligée de la vendre. Donc elle est dans cette contradiction, et qui est irrésoluble, comme Elsa dans L'âge de détruire, et dans la contradiction d'un rapport très, très, très ambivalent avec sa mère, de détestation et pas que. Non, je dis des bêtises. Non, en fait, c'est que les relations, pour le coup, les 2 personnages, Elsa qui est la narratrice de L'âge de détruire, pour le coup, elles sont dans des situations très différentes. Donc j'ai un petit peu du mal comme ça à les rapprocher, mais Émilie, donc elle reçoit des lettres de son père qui lui disent voilà, la maison va être mise en vente, il faut que tu t'en ailles. Et elle ne répond pas. Elle ne rentre pas dans ce jeu-là, elle rentre pas sur ce terrain-là d'affrontement parce que c'est pas le sien, parce que c'est pas, ça lui évoque rien et quelque part elle se compromet pas là-dedans. Ça c'est moi qui le dis. Elle agit. Et en fait, finalement, ça continue à vivre comme elle le fait, devient une forme de résistance, alors que pour elle continue à vivre comme elle veut le vivre. Mais bon, il y en a pas mal des lieux aujourd'hui où juste vouloir continuer à vivre comme on vit devient un acte de résistance. Et vous parliez tout à l'heure de refuge. Oui, c'est un lieu en marge en fait, mais qui devient refuge et qui est menacé en fait, donc Émilie directement d'expulsion par son père et puis à plus large échelle
tout le lieu s'abîme de l'exploitation des sols. Et finalement, pour moi, c'était le même mouvement. En fait, c'est la même. Il s'agit de tirer profit de ça, que ce soit vendre la maison ou exploiter les sols, c'est la même machine, quoi. Et donc, toutes les habitantes subissent cette même oppression. Enfin, surtout que le sort qui est promis à la maison, si jamais elle est vendue, est pas terrible. Quelque part, elle va voir ses voisins qui sont acquéreurs. Enfin, elle va voir la vie de ses voisins. Elle ne va pas les voir eux. Et elle voit bien que si elle projette leur vie sur la maison, ça ne le fait pas du tout sur la maison que son père veut lui vendre. Oui, puis elle a nulle part ailleurs où aller, en fait. Et quelque part, ça, c'est un enjeu qui parcourt un peu le roman. À quoi on s'attache, enfin, où se réfugier. Elle demande il y a un autre personnage qui vit au hameau qui s'appelle Aude, chez qui elle travaille, donc qui l'aide, elle lui demande, mais Aude n'a pas l'air tout à fait vraiment disposée à l'accueillir chez elle, elle veut pas. Pour Anna, là, en fait, le nœud de l'intrigue, enfin de l'intrigue, si on peut parler d'intrigue. On peut parler d'intrigue. C'est donc, vous l'avez dit, il y a trois propriétaires de cette maison, le père et les 2 demi-sœurs. Et si l'autre demi-sœur change d'avis, la maison peut être préservée, quoi. Donc, la question, c'est qu'est-ce que va devenir est-ce que cette maison devient un refuge aussi pour l'autre sœur. Et cette question de la tâche, de la relation, du refuge, on l'a aussi avec on n'a pas parlé de la chienne, Loïse, mais qui est très très importante, la chienne d'Émilie, puisque on voit jamais Émilie sans sa chienne dans le livre. Et Loïse, qui était la chienne de la grand-mère au départ, et qui, après la mort de la grand-mère, s'attache à Émilie. Enfin voilà, trouve une autre maison. Enfin, donc c'est des personnages aussi comme ça qui se déplacent, qui cherchent des solidarités, et des solidarités, une fois encore, qui sont parfois fragiles, difficiles à construire, qui se négocient, qui tâtonnent, qui ratent un peu, mais elles sont toutes comme ça en train d'essayer de trouver comment s'entraider les unes les autres et se soutenir les unes les autres. Justement, c'était un peu ma question sur la contradiction, la loi interne d'Émilie et la loi des hommes qui veut qu'elle soit dépossédée. Je me demandais je pense qu'un des enjeux des romans, c'est d'essayer d'envisager comment on peut dépasser ça. Comment on peut dépasser cette contradiction qui, par essence, est insoluble. Alors, le truc, c'est qu'il faudrait peut-être raconter la fin pour raconter comment on peut le dépasser. On ne va pas le faire, non. Mais oui, il y a quelque chose de ce que vous dites, du tâtonnement, du respect mutuel, allez, disons-le, de l'amour ou du sentiment qui fait qu'on peut échapper à cette contradiction et à ce qu'elle a de mortifère. Est-ce que ça pourrait être ce que raconte le livre? Non. Oui, non, mais en tout cas que des choses s'inventent. Oui. Après, une fois là, il n'y a pas du tout de théorie dans le livre, en fait. Enfin, elle réagit à ce qui se passe et sa réaction, c'est très concrètement de ne pas répondre aux lettres, de continuer à vivre comme elle l'entend et d'essayer de contacter sa sœur. Enfin, donc c'est simple et pragmatique. Et puis ensuite, c'est de voir comment tout ça se réorganise, en fait. Mais c'est une histoire, ça prétend pas forcément dire voilà ce qu'il faudrait faire. C'est pas symbolique. Ceci dit, quand même, ouais. Bon, alors du coup, ma question là, il faut que je la pose, mais j'ai un peu honte du coup. Au total, Émilie, elle reçoit des lettres du notaire, des acheteurs potentiels, de son père, de la compagne de son père, si j'ai bien compris. Elle ne répond pas. Enfin, c'est pas qu'elle ne répond pas, c'est qu'elle fait le choix de ne pas répondre, d'après ce que vous dites. Mais finalement, elle écrit, et non pas à son père, non pas au notaire, etc., etc. Elle écrit à sa sœur, sa demi-sœur. Et est-ce que dans les 2 livres, honnêtement, il y a un sentiment d'urgence, il y a le sentiment d'histoires qui veulent être racontées, d'histoires qu'il est important de raconter, de choses qu'il est important de dire, même si on ne peut pas les dire. Enfin, je comprends bien que vous n'avez pas envie de démontrer les choses, vous avez envie de les montrer.
C'est ce qu'il me semble comprendre. Donc, je voulais savoir, c'est vraiment idiot, mais est-ce que vous êtes dans une situation un peu identique, c'est-à-dire que il y a ces trucs qui pressent au portillon, ces trucs qui vous agressent, et qu'à un moment ou un autre, ça y est, il faut y aller, il faut l'écrire, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose de ça dans votre... Ah oui, enfin, dans le mouvement de l'écriture, oui. Puis en plus, je pense qu'il y a une dimension symbolique, en plus, que je rallie au conte. Moi, j'ai l'impression que c'est aussi parce que les histoires sont simples et très ouvertes, finalement, ça peut me rappeler le conte aussi. Mais oui, il y a toujours une nécessité de transmettre ce que c'est, enfin d'essayer de faire éprouver ce que c'est que de se retrouver dans une situation de violence, en fait. Je pense que c'est ça qui est moteur à chaque fois, soit de partager une colère, une indignation, mais oui, et c'est tout le travail de l'écriture, justement, c'est de temporiser l'urgence pour essayer de lui donner forme, en fait, et pas simplement, du coup, poser une humeur, mais vraiment de poser un objet qui soit donc un livre, en l'occurrence, qui soit un espace de rencontre sensible, en fait, autour d'une violence qui est difficilement approchable, et le fait qu'on puisse l'approcher aussi collectivement. Mais ça vient du théâtre aussi, sans doute. Et du coup, qu'est-ce qu'il en est du rapport entre ces deux sœurs? Parce que c'est quelque chose aussi qui... y a deux scènes. Une scène dans l'enfance de la demi-sœur et l'adolescence de la grande sœur. Donc, la demi-sœur, celle que j'appelle la demi-sœur, c'est pas Émilie, c'est l'autre, c'est la petite. Une rencontre qui se passe pas très très bien, qui est très tendue, qui est très ambiguë. Il y a probablement des gestes agressifs, désagréables qui sont faits. Ellipse, elle se revoit 16 ans plus tard pour discuter de ça. Enfin, non, encore une fois, pas pour discuter, pour montrer. Elle lui dit, écoute, si tu veux vendre la maison, viens voir avant, quoi, si tu penses... Et comment ils évoluent, ces rapports? Il y a une phrase, voilà, en fait, à la base, il y a on me dit que tu veux vendre la maison, et puisque tu as 18 ans, ça doit être vrai. J'avoue que la phrase me résiste. Puisque tu as 18 ans, ça doit être vrai. Oui, c'est pas des personnages qui s'expriment très facilement. Donc, non, effectivement, c'est des taiseuses. Il y a cette première rencontre, effectivement, dans l'enfance, qui se passe. Elles sont un peu brutales, quoi. Moi, elles se connaissent pas, mais c'est juste qu'elles ont pas elles grandissent pas ensemble, donc elles se connaissent pas, elles ont pas de lien. Elles sont séparées par le père, en fait, quelque part. Elles sont séparées par le père, et mais quand même, donc quand Émilie envoie cette petite lettre, qui dit pas grand-chose, à Anna vient. Et pour moi, c'est énorme qu'elle vienne. Si on dit, voilà, elle a 18 ans, elle la connaît pas la maison, elle a aucune attache là-bas. A priori, elle s'en fiche. Là, elle se déplace et elle vient. Donc Anna, pour moi, c'est un personnage qui m'intéresse beaucoup, qui me touche beaucoup, parce on la voit assez vite, elle dit pas grand-chose, mais elle trimballe une espèce c'est un peu une lame de rasoir pour moi, Anna, dans le livre. Elle a un orage de violence au-dessus de la tête, elle a son petit point américain avec elle, on sent que c'est pas simple, quoi. Et elle vient comme ça, comme si elle attendait quelque chose, quoi. Alors, mais bon, évidemment, deux femmes qui se connaissent pas, qui ont vécu séparées, qui sont dans cette situation, pour moi, c'est déjà énorme qu'elles passent cette journée ensemble. Je n'imaginais pas trop écrire une scène où tout se passe bien, où elles se tombent dans les bras. J'y croyais pas. Puis, et finalement, leur maladresse me touche presque davantage, quoi. Mais oui, c'est des taiseuses toutes. Donc, c'était un peu le défi aussi de les faire. Et par rapport à ce que vous dites, Anna, c'est aussi un peu la lectrice idéale de Pauline Perrade, quoi. On lui dit qu'il y a quelque chose, elle vient le voir, quoi. Elle comprend pas, elle vient voir. Elle vient voir peut-être. Non, mais je pense Anna cherche un endroit où aller, en fait. Donc, et finalement, cette maison, sans trop divulgacher, comme on dit, sans trop en dire de la fin, mais qu'est-ce que cette maison va pas forcément représenter la même chose pour l'une ou pour l'autre, mais le roman raconte un moment où leurs routes peuvent se croiser.
en tout cas. Enfin, un peu comme des luttes convergent, quoi. Finalement, on ne cherche pas forcément la même chose, mais on a besoin de la même chose pour s'en sortir, quoi. D'être déclarée habitante. Comment ça se fait que la nature, je ne sais pas si oui, on en a parlé quand même, la nature soit aussi omniprésente dans les habitantes qu'elle a été absente, à peu près complètement absente de l'âge de détruire? C'était le point de départ des habitantes, c'est d'avoir je me le suis nommé comme ça, voilà, une approche, une conscience écologique en écrivant. Et c'est précisément parce que c'était absent de l'âge de détruire et absent même de tout ce que j'avais pu écrire avant. Je me suis dit, mais voilà, moi, les textes que j'ai écrits jusqu'à présent parlent de domination, voilà, sont travaillés par des enjeux féministes. Et je me suis dit, mais j'ai pensé à je travaille la domination et j'ai pas pensé à celle-ci. Je me suis jamais interrogée sur la domination de l'humain sur le non-humain. Ça me semble évident qu'il faut le faire. Donc, le premier défi, ça va d'essayer de faire ça, de dire, d'ouvrir le champ romanesque, de dire, tiens, si on inclut dans l'histoire des agents auxquels on n'a pas, qu'on regarde pas d'habitude, mais comme on les regarde très peu dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui vient de bouleverser d'un rapport au monde et d'une façon de raconter une histoire, en fait. Et j'avais pas envie de faire un livre avec un sujet écologique qui parle de l'écologie directement, mais qui soit écrit de manière écologique, entre guillemets. Et donc que ça soit porté par la forme. C'est comme si dans l'idéal, voilà, il faudrait raconter les histoires autrement. En essayant de combattre ces rapports de domination aussi dans ces relations-là. Donc j'ai cherché en fait quelle place lui donner au lieu, à la nature, et ça a pris cette forme-là, voilà, avec ses pas de côté, ses inserts, toutes ces habitantes qui sont auprès d'Émilie, parfois très très proches puisque Loïse vit avec elle et la chienne est là tout le temps, et parfois de manière beaucoup plus lointaine parce que voilà, c'est une abeille sur une vitre, c'est quelque chose avec laquelle Émilie n'est pas forcément en relation, mais le livre les fait habiter ensemble le même lieu. C'était le projet. Voilà. Le livre crée le refuge, en fait, et dans ce refuge, encore une fois, tous les dominés sont admis. Comment vous avez l'impression de vous y être prise? Je ne sais pas, c'est de l'observation, c'est des souvenirs d'enfance. Oui, c'est un mélange de tout ça, c'est un mélange d'observation, de recherche aussi, parce qu'en essayant tout simplement d'écrire, voilà, un arbre, une abeille, tout ça, je me suis rendu compte que je pouvais m'exercer à la description, mais que je comprenais pas forcément ce que je voyais. Du coup, pour décrire plus correctement, il fallait que je fasse des recherches, voilà, pour comprendre comment ça fonctionne. Est-ce que je suis pas en train de projeter des choses totalement à côté de la plaque? Donc c'est passé par des recherches, de l'observation, et puis ensuite, et puis à un moment, il a fallu que raconter une histoire à l'intérieur de ça. Donc je veux dire, il a fallu repasser sur l'ensemble pour que ça, on n'ait pas des inserts, voilà, un petit peu science nat, mais que vraiment tout ça appartienne à un même récit, et donc mettre des choses de côté ou en faire ressortir d'autres. Mais ça a été un peu comme pour un personnage, à vrai dire, hein. Un mélange d'observation, de recherche et d'imaginaire, quoi. Vous avez eu des modèles? Il y a des textes qui vous ont touché sur le rapport à la nature, ou c'est vraiment... Oui, puis de différentes natures, mais sur vraiment des textes littéraires. Julien Gracq a écrit des pages sublissimes. Michon aussi a des très belles pages sur la forêt. Et Virginia Woolf, évidemment. Pourquoi évidemment Virginia Woolf? Parce qu'elle est partout. Parce que évidemment Virginia Woolf. Oui, parce que Virginia Woolf. Mais non, mais parce que que ça soit dans les vagues, dans ses nouvelles, dans le rapport, la mort de la phalène. Voilà, il y a quand même des morceaux de bravoure dans son œuvre où elle s'attarde comme ça sur les plantes et sur les insectes, mais. Et puis parce que Woolf, c'est une écriture hyper sensible, quoi. Je veux dire, c'est l'écriture la plus inclusive qui soit pour ça, parce qu'elle attrape absolument tout. C'est pas par sa sensibilité, sa langue attrape absolument tout. Donc, et elle fait de la place à tout. C'est
c'est miraculeux ce qu'elle arrive à faire. Donc, oui. Évidemment, Woolf, voilà. Et alors j'ai entendu parler à propos des habitantes d'une écriture organique. Moi, ça me va. Je ne sais pas si vous validez. Si, Oui, ça me va aussi. mais justement, alors, si c'est organique, c'est que ça vit, c'est que ça bouge, ça mûrit. Qu'est-ce qu'il y a dans votre écriture là-dedans? Qu'est-ce qui est organique là-dedans pour vous? Ce que j'espère, en tout cas, un peu ce que je disais tout à l'heure, j'ai eu envie que le livre soit un lieu, en fait. Enfin, qu'on puisse habiter le livre comme Émilie habite son lieu, donc être toujours en relation sensible avec que tout soit sensoriel, en fait. Je disais tout à l'heure, Émilie, il n'y a pas de théorie dans le livre, il y a surtout des sensations et des actions, en fait. Mais on a accès à ces sensations à elle. Et donc, j'avais envie que tout soit présence, que tout soit vivant pour que même à la lecture, ça passe par le corps, en fait, que ça passe par les sensations. Organique, je pense que ça veut d'abord dire ça. Moi, je voyais aussi les phrases qui se démultiplient, les chemins, l'objet qui passe d'une phrase à l'autre, qui bouge. Il y a un autre motif qui lui aussi est organique, mais moins plaisant. Justement, c'est pour ça que j'aime bien que vous disiez que c'est pas le paradis non plus. Il y a un motif récurrent dans ce livre, et bizarrement aussi un peu dans L'âge de détruire, c'est la décomposition, la maturation moche, quoi, la blessure et tout ça. Alors, j'ai bien compris. Ce n'est pas symbolique, ça ne veut rien dire. Mais si, parce que, si, c'est symbolique, bien sûr. Il y a beaucoup de symboles. Enfin, j'y tiens vachement en plus, parce que ça m'aide beaucoup à travailler. La blessure est un symbole très important du livre. Enfin, Émilie se blesse au début. L'étang, l'eau de l'étang se gâte, qui vient une espèce de grande plaie au milieu de la forêt. Il y a une chienne blessée aussi. Enfin, quelque part, le livre raconte une blessure. Enfin, tout ce lieu-là est un lieu blessé. Donc c'est à la fois, voilà, pour dire, c'est pas une nature idyllique parfaite, et c'est pas parce qu'elle est idyllique qu'il faut la préserver, mais on est dans des blessures les unes dans les autres. Donc pour ça, l'intérieur de la chair apparaît, mais l'intérieur de la chair humaine et de la chair organique, végétale aussi. Si, il s'agit de blessures, bien sûr. Ouais. Mais elles se soignent, ces blessures. Enfin, je dirais typiquement, l'eau de l'étang est empoisonnée par le cadavre d'un... Par le cadavre d'un non, le héron est empoisonné par l'eau, parce que des cyanobactéries se développent dans l'étang à cause de la chaleur qui empoisonne le héron. Donc, le héron est une victime des cyanobactéries. Et donc, c'est pour ça qu'elle rince Loïse aussi, parce que ça peut tuer les chiens. Les ça peut nous faire tomber malades, mais les chiens, ça peut les tuer. Ça peut tuer les chiens. Ah ben j'avais vu le problème à l'envers. Je croyais que c'était le cadavre du héron qui avait empoisonné le lac. Et du coup, Émilie se retrouve à sauver sa sœur en lui disant sors, ne reste pas dans l'eau. Oui, c'est ça. En fait, elle a compris le danger. Oui, c'est ça. Donc elle lui crie dessus. Donc déjà que c'était un peu tendu, ça n'aide pas, parce qu'Anna ne comprend pas. C'est une rencontre ratée, hein, enfin vraiment entre les deux, mais c'est pas grave, parce que c'est pas là que ça se joue. Mais effectivement, donc elle lui dit sors, parce que l'eau est toxique. Ouais. Et on l'a brièvement évoqué, vous avez un certain penchant pour Virginia Woolf. Vous allez faire, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui y seront, vous allez faire un exercice d'admiration au Festival du Banquet du Livre, c'était à la Grâce. Et alors comment ça s'est monté, on commence à comprendre pourquoi Virginia Woolf, mais qu'est-ce que vous avez envie d'y faire? Je ne l'ai pas fait encore, hein, donc non, quand on m'a parlé, un exercice d'admiration, je me suis dit c'est Wittig ou Woolf, je ne savais pas encore laquelle, et puis en fait c'est assez rigolo parce que j'ai mal compris la consigne au départ. Parce qu'un exercice d'admiration, je pensais qu'il fallait écrire un peu un texte à la manière d'eux. Du coup, je leur envoyais un texte qui était où je reprenais la deuxième partie de Vers le phare en prolongeant les habitantes, tout ça. Et en fait, elles m'ont dit non, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Et ça m'a fait rigoler parce que je me suis rendu compte qu'il y a... mais c'est vraiment un hasard complet, parce que le même jour, j'ai une amie qui visitait
la Chartreuse à Villeneuve-les-Avignon, enfin voilà, qui est un lieu de résidence d'écriture aussi, et où on m'avait demandé de faire un exercice d'admiration il y a, je sais pas, 5-6 ans, et j'avais fait un exercice, un vrai pour le coup, sur Vers le phare de Virginia Woolf, donc je me suis dit c'est pas possible, je suis revenue à ce texte encore une fois, je me souvenais pas du tout que je l'avais déjà fait, donc là je me suis dit bon bah on va partir sur Virginia Woolf, puisque visiblement il y a une obsession. Mais Vers le phare, oui, c'est un livre sur lequel je reviens tout le temps. Mais là, j'avais plutôt envie peut-être de parler de textes qui sont moins connus d'elle, enfin voilà, dont on parle moins, donc, et peut-être de genres différents. Donc, j'avais pensé à un article sur les écrivains, enfin sur l'écriture. Sinon, à son essai 3 Guinées, qui est plus radical encore qu'un lieu à soi, enfin, qui est son essai le plus radical. Et le troisième, je ne sais pas, peut-être une nouvelle, peut-être son journal, je ne sais pas encore. Et alors, j'ai gardé pour la fin ou la presque fin le début de votre livre, parce qu'encore une fois, moi, le début a été une commotion. Autant j'ai pu apprécier tout le livre, autant le début était vraiment... Donc le livre s'ouvre par 2 citations, une de Émilie Jane Brontë, et une de Monique Wittig. Donc je lis celle d'Émilie Jane Brontë. « La nuit noircit autour de moi, les vents sauvages soufflent froid, mais un sort tyran m'a lié et je ne peux pas partir. » Voilà, citation d'Émilie Brontë. Monique Wittig, elles disent, si je m'approprie le monde, que ce soit pour m'en déposséder aussitôt, que ce soit pour créer des rapports nouveaux entre moi et le monde. Donc, la première chose qui m'est apparue quand j'ai eu fini le livre, c'est qu'en fait, votre livre est complètement inscrit entre les deux. C'est l'idée de passer de l'un à l'autre. Et peut-être la dernière question, mais en fait, ce que dit Wittig, quelque part, c'est qu'il y a une possibilité de faire quelque chose, il y a une possibilité, certes, de s'accaparer, mais que ce soit pour inventer quelque chose de nouveau, quelque chose probablement qu'on espère plus juste, plus dans l'ordre des choses. Oui, bon, on peut espérer qu'il existe un monde possible hors de la domination, c'est une belle utopie. Et... alors, je ne sais pas si on peut à ce sujet citer Wittig, mais est-ce que vous pensez que l'utopie a encore de la place ? Est-ce qu'il y a il faut se battre pour elle, enfin, je veux dire, à mes yeux, en tout cas. J'ai pas entendu, excusez-moi. Il faut se battre pour elle, chacun à son endroit, chacun avec ses outils. Mais il faut absolument se battre pour elle, sinon quoi ? Non, mais donc vous pensez que ça peut marcher ? J'en sais rien, je pense qu'il faut se battre pour. Si on n'essaie pas, ça ne marchera pas. Oui. Merci pour toutes ces réponses à ces questions, pas forcément. C'est un peu le moment de me rattraper, de poser vos propres questions. Donc moi, je suis prêt à vous prêter un micro pour que vous puissiez poser directement vos questions à Pauline Perrade. Qui veut commencer ? Je ne vous crois pas. Et est-ce qu'il y a un rapport, un peu la spiritualité dans votre roman ? Un rapport à la spiritualité. Est-ce que vous pouvez préciser ce que vous entendez par spiritualité ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Peut-être, prendre des distances par rapport à certaines choses ? En écrivant, oui. Après, dans Les Habitantes, on est dans une forme d'hyper-présent pour ce qui est de ce que vit Émilie. Je suis désolée, je suis pas sûre de bien comprendre votre question en fait, de prendre de la distance par rapport. Vous voulez dire, est-ce que le livre observe, se pose des questions, ou est-ce que les personnages le font ? Je comprends pas très bien le sens de votre question. Ah ouais. C'est pratique. Disons que, en tout cas, moi, pour l'avoir lu, je ne sais pas si Pauline sera d'accord avec moi, j'ai pas vu beaucoup de place pour la transcendance dedans. Non. À part la possibilité de faire un avenir un peu meilleur que le présent des Plutôt les pieds sur terre que dans la transcendance, oui, c'est vrai. C'est un livre assez pragmatique l'un dans l'autre.
On n'est pas chez Émilie Brontë, on n'est pas dans les envolées gothiques. Non, c'est pas l'ambiance tout à fait. Non. Et on n'est pas chez Émilie Brontë aussi, parce que, quelque chose que j'aurais pu préciser, on n'est pas dans l'exacerbation non plus, on est dans c'est une taiseuse. Donc, oui, puis moi j'ai tendance, mais dans les 2 livres en plus, à vraiment, en travaillant à couper tout ce qui est de l'ordre où j'ai l'impression que je viens expliquer une émotion, ou commenter, ou donner un avis, ou dès que le personnage dit ce qu'elle pense, ou pose des mots sur ce qu'elle ressent, j'enlève. Parce que j'ai l'impression que ça appartient à la personne qui lit. En fait, j'ai que si le personnage le dit, on peut moins le ressentir. Donc en fait, j'essaie vraiment de laisser seulement les sensations vraiment physiques premières pour qu'elles puissent déployer, on puisse y projeter en lisant un peu différentes choses, quoi. Ah, merci. Juste par rapport à ce qui a été dit ou pas dit sur la spiritualité, il me semble que par contre c'est un livre qui est plein de sacré, à savoir le sacré de ce qui vit. Parce qu'en fait on est passé très vite sur beaucoup d'aspects du roman, donc je ne sais pas si certains d'entre vous ne l'ont pas lu. Est-ce qu'il y a des choses qui étaient un peu confuses? Du coup, ça pas besoin qu'on éclaircisse des choses. J'ai pas encore lu Les Habitantes, mais j'ai lu L'Âge de détruire. Et en fait, tout à l'heure, vous parliez de vos livres comme la description d'une sorte d'état. Vous parliez de vos livres comme la description d'un état d'urgence. Enfin, vous aviez envie de montrer en fait cette urgence-là qu'il pouvait y avoir sur des personnages, mais de le modeler un peu, justement, de lui donner un cadre pour pouvoir y poser des mots, une histoire dessus. Et moi, ce qui m'avait beaucoup plu et ce qui m'avait marqué sur L'Âge de détruire, c'est cette sorte d'écriture un peu impérieuse, enfin vraiment très. On a l'impression parfois que ça sort tout seul, que c'est vraiment quelque chose de très spontané. Et là, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que justement, vous faites une sorte de travail de dépouillement. Donc, je me demandais en fait si c'était au contraire une écriture effectivement très fluide, très spontanée, presque qui avait besoin de sortir, ou s'il y avait quand même derrière ce travail très volontaire de dépouiller justement un peu les émotions des personnages, parce que c'est là où, au contraire, que ça pèse, je trouve, sur le lecteur. Ça marche hyper bien. Mais je savais pas dans quelle mesure il y a un travail, au contraire, très assidu pour essayer vraiment de limiter au maximum ces descriptions et qui rendent tout le cœur justement dans le lecteur, ou si au contraire ça sort tout seul et que c'est hyper spontané. Je pense qu'il y a un petit peu des deux. Enfin, il y a des choses comme ça qui sortent de manière évidente, mais il y a beaucoup de retravail. Je retravaille beaucoup, je relis énormément. Alors des fois je relis pour ne rien toucher, mais je dois quand même relire. Et en travaillant, pour le coup, moi j'ai besoin aussi de me raconter des choses. Donc de commenter, de dire voilà ce qui est douloureux, tout ça aussi mais c'est comme si un moment du texte, enfin si on le prend, la version maximale du texte, il y a le texte qui est noyé dans l'autrice qui se parle à elle-même, quoi. L'autrice qui se raconte un petit peu, qui s'explique, qui essaie de comprendre ce qui se passe, quoi. Et j'essaye en relisant d'enlever absolument tous les passages qui n'appartiennent pas vraiment à la matière dure du texte, quoi. Mais à vrai dire, c'est vraiment un mélange des deux. Enfin, en travaillant, je sais qu'il y a des choses qui peuvent venir lentement. Quand ça met trop de temps, je m'en méfie un peu. Je me dis si c'est trop, si je dois trop pousser pour arriver à le raconter, c'est peut-être que j'y crois pas tout à fait, ou que c'est pas exact, que là c'est une volonté de ma part, mais que c'est pas exactement ce dont le livre est fait. Donc, c'est pas tout à fait ce qui se passe là. Donc, il faut peut-être que j'ouvre ailleurs, que j'essaie de voir s'il y a d'autres images qui surgissent, tout ça. Mais après, voilà, j'ai l'impression que ça marche comme ça, par surgissement, comme ça, un peu en archipel, qu'ensuite j'essaie de passer pour voir comment tout ça se relie, ou qu'est-ce que tout ça raconte ensemble, de construire à partir de là, et ensuite de repasser pour dégraisser le plus possible, quoi. Enfin, vraiment qu'il ne reste plus que de racler à l'os le plus possible pour que vraiment on n'ait pas de commentaires sur une sensation. Et dans votre organisation et dans votre ressenti, ça fait une grosse différence avec le travail de l'écriture pour le plateau, pour le théâtre, pour le... Alors c'est des écritures qui n'ont rien à voir, mais
Je pense que je suis tout aussi. Alors c'est marrant parce que je travaille dans une école où j'accompagne des jeunes gens qui écrivent pour le théâtre, et quand ils écrivent des monologues où ça commente un peu, ils disent oui, peut-être que c'est du roman. Je dis non, même en roman ça marche pas. Et, quelque part, le théâtre rend ça encore plus impérieux parce que disons que pour le dire vite, j'enlève le commentaire dans un roman pour que le lecteur, la lectrice puisse le ressentir, mais au théâtre, il faut que l'actrice puisse le jouer. En fait, donc si elle le dit, il peut pas le jouer, quoi. Donc c'est encore et du coup le spectateuriste ne peut pas le ressentir, quoi. Donc peut-être que ça vient comme ça faire encore plus apparaître cette nécessité-là, mais en tout cas, je ne peux pas généraliser, mais que ce soit pour l'âge et les habitantes et le théâtre que j'ai écrit jusqu'à présent, moi j'ai l'impression que justement, le roman est l'endroit des lieux, où vraiment l'écriture peut regarder les lieux, les décrire, les faire vivre et laisser les lieux raconter ce qu'ils contiennent. Le théâtre, ça passe par un corps. C'est vraiment, finalement ce que ça vient observer, c'est comment un personnage parle, de quoi sa langue est faite, par quel rythme. Une langue de théâtre, pour moi, c'est comme un costume. C'est comme ça vient modifier le souffle de l'actrice et ça vient donc modifier son corps et donc le personnage apparaît comme ça. C'est un costume, quoi. De l'intérieur quelque part. Un roman, c'est un paysage. C'est un monde. Ça serait long, mais c'est tellement différent l'un et l'autre que. Bien, merci beaucoup en premier lieu à Pauline Perrade. Merci à vous d'avoir été là. Si vous voulez. Merci. C'était Pauline Perrade à la librairie Ombre Blanche, jeudi 11 juin 2026, autour de son roman Les Habitantes, paru aux éditions de Minuit. Réalisation et mise en onde de la rencontre Radio avec Radio Plus et Radio Terre.